Édition spéciale 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie après 132 ans de joug colonial, une indépendance chèrement payée, 1,5 million de morts seulement entre 1954 et 1962, la révolution algérienne, un miracle dont l'écho se fait entendre encore, si on prête bien l'oreille, un écho aux quatre coins du monde, car le colonialisme français a été détricoté, c'est un fait. Cet ennemi oppresseur, occupant, orgueilleux, mieux armé avec des outils sophistiqués, du matériel dernier cri, des services de renseignement de tous les diables, une soldatesque produite des meilleures académies militaires occidentales dont le métier est la répression, l'inhumanisme, la violence avec sa force de frappe sans pareil, cet ennemi qui criait à tue-tête sa supériorité civilisationnelle, le tout avec la complicité de l'OTAN, cet ennemi, le système colonial, la pieuvre de soufre, peut-être défaite, vaincue. Tel est le miracle de la révolution algérienne. La révolution algérienne donnera la flamme du combat, de la justice pour incarner le droit d'être libre à tous les oppressés, les sans-grades, les fameux damnés de la terre du monde qui se voient spoliés dans leur humanité. C'est aussi ça la révolution algérienne. L'Algérien est le frère de tous les opprimés. Depuis cette fameuse nuit funeste du 4 juin 1832, le combat s'est peut-être par moments estompé pour cause de réorganisation, mais ne s'est jamais arrêté, jamais. Et à qu'à se promener dans notre pays pour en être conscient. 5 juillet 1962, la liesse a pris dans ses bras toutes les villes algériennes dans cette matinée, comme celle d'aujourd'hui. L'indépendance est actée officiellement. Parlons-en tous ensemble, c'est tout de suite. 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie proclamée, le drapeau algérien flotte enfin sur tous les édifices publics et privés, sur les voitures, les bus et dans les mains surtout de milliers d'Algériennes et d'Algériens. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau tout d'abord le professeur Moustapha Khriati, historien, président du Forum et auteur d'à peu près 80 ouvrages, c'est ce que j'ai lu. Bonsoir professeur, merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et également avec nous, j'accueille avec grand plaisir, et c'est la première fois, l'historien Todd Shepard, qui est chercheur et historien à Johns Hopkins University. Bienvenue, merci d'être des nôtres. Très content d'y être en Algérie pour cette journée et puis avec vous. On est très content de vous recevoir. Et avec nous également Sofiane Baroudi, journaliste ici même à L24. Salutations Sofiane. Bonsoir Kalem. Et j'accueille virtuellement du moins Wassine El Araj, romancier, auteur. Wassine El Araj, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec nous? C'est pas grave, on tentera de récupérer la connexion avec Wassine El Araj. Bonsoir. Apparemment, on a un petit souci de connexion, mais ça va être réglé dans quelques secondes. Est-ce que c'est... Bon, c'est pas grave, on reviendra dans quelques minutes. Wassine El Araj, romancier, professeur de littérature dans différentes universités, auteur de 10 romans, dont un livre consacré à l'émir, tout simplement le livre de l'émir. Il en sera bien entendu question ce soir. Donc, on le disait, 5 juillet 1962, un vent de liberté souffle enfin sur la terre d'Algérie, une terre irriguée par le sang de tellement de martyrs. L'humiliation, le dépouillement finit par être terrassé par un peuple qui n'a jamais baissé les bras, héritage de lutte et fierté, compte rendu Souila Kilal. Il est des dates qui résonnent dans les cœurs des peuples, des pans d'histoire qui interpellent les mémoires, des dates qui sonnent le glas de fin d'une époque et annoncent le renouveau. Pour les Algériens, l'amorce du nouveau départ a eu lieu le 5 juillet 62. Cette date historique a mis fin à 132 ans de colonisation française et à une révolution sanglante. Le 5 juillet 1962, l'Algérie arrachait enfin son indépendance. Se défaire du joug colonial français n'a pas été aisé. Il aura fallu le sang d'1,5 million de martyrs et 7 ans d'une impitoyable guerre qui a opposé un peuple qui n'avait que sa foi, son courage et sa détermination à une redoutable armée coloniale plus que jamais déterminée à rester en Algérie.
Cette victoire portée par le FLN et tout un peuple reste gravée dans la mémoire collective comme un exemple de détermination et d'unité, un héritage de lutte et de fierté. L'indépendance du 5 juillet 1962 marque l'accomplissement d'un serment, celui d'un peuple qui a arraché sa liberté par le sang, le sacrifice et la foi en la justice. Au premier rang de ce combat, une jeunesse debout et héroïque. Des hommes, des femmes et même des enfants démunis, mais résolus à défier l'ordre colonial et à inscrire l'indépendance dans l'histoire en lettres d'or. 63 ans plus tard, l'Algérie célèbre sa date symbole de liberté, de sacrifice et de résistance. Ce pan important de sa mémoire en regardant droit vers l'avenir, une Algérie souveraine, forte de son histoire, qui a fait le choix d'investir dans sa ressource la plus précieuse, sa jeunesse. Une jeunesse qui ne porte plus les armes, mais qui s'arme de savoir, de créativité et de conviction pour bâtir la nation de demain. Comme le disait le défunt président Houari Boumedienne, une génération vient, une génération s'en va, mais l'Algérie reste éternelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, la flamme de la révolution continue de briller dans le cœur de chaque Algérien. Et je reçois pour compléter ce plateau Benjamin Stora, bonsoir, Constantinois de naissance, historien français, professeur. Merci d'être des nôtres, Benjamin Stora. Bonsoir, merci de m'inviter. C'est un honneur. Et également avec nous, je le disais, Wassine El Araj, romancier, professeur de littérature dans différentes universités, auteur de 10 romans, dont un livre consacré à l'émir qui s'intitule tout simplement Le livre de l'émir. Il sera bien entendu question d'émir Abdelkader ce soir. Bienvenue, Wassine El Araj. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur. Alors, je reviens vers vous rapidement. Première question sera pour vous, professeur Riati. 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie chèrement acquise et payée avec un inoubliable tribut. Quel mot, première question, quel mot vous mettez sur le 5 juillet 1962, comme ça de prime abord? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, l'historien, le chercheur? Ça évoque une renaissance d'une nation qui a été longtemps brimée par un poids de l'histoire, ou peut-être même un accident de l'histoire. Tout simplement, on va faire un petit tour de plateau. Todd Shepard. Incroyable. Je crois que personne n'attendait ça. Si on regarde ce qu'ils disaient les Américains, les Britanniques, et après, on parle après la défaite à Dien Bien Phu, personne dans le monde attendait que les Soviétiques se sont réfrénés. Presque tous les pays ont tardé à reconnaître le GPRA, à reconnaître l'existence du peuple algérien. Tous les juristes disaient que c'était inimaginable de reconnaître une souveraineté qui n'existait pas dans le droit international. Et le peuple a gagné, le FLN l'a gagné. Cette guerre, les Français étaient forcés de partir. Ils ont fabriqué, ils présentent comme s'ils avaient choisi que c'était quand même mieux, alors qu'ils n'avaient aucun désir de le faire. Ils ont tout fait pour écraser cette volonté. Donc c'est incroyable, incroyable. Sofiane Baroudi, quelques mots au succès pour commencer. Moi, je pense que le 5 juillet représente vraiment le sursaut d'un peuple combattant qui a réussi, un peuple millénaire qui a réussi à changer les règles de l'histoire et à impulser vraiment une dynamique très profonde, non seulement au niveau du recouvrement de la souveraineté nationale, mais aussi en impulsant une dynamique très profonde qui a eu les résultats qu'on connaît, notamment pour la décolonisation du continent africain. Et encore plus largement, ça a été, si vous voulez, une forme de lumière et d'espoir pour les peuples du monde entier, pour les damnés de la terre, comme vous le disiez dans votre introduction. Et je pense qu'il y a encore une actualité à ce sursaut du peuple algérien quand on voit par exemple la lutte du peuple palestinien, la lutte du peuple sahraoui pour sa libération aussi du joug colonial, aussi la lutte du peuple kanak avec le FLNKS et d'autres peuples qui continuent de se battre encore aujourd'hui pour casser la nuée coloniale qui persiste malgré tous les sacrifices qu'ont consentis les peuples du monde entier, notamment celui du peuple algérien. Voilà, le tempo est donné avec ces mots. Benjamin Stora, quand on évoque avec vous l'indépendance de l'Algérie, c'est toujours un peu,
bien sûr, professionnel, mais aussi personnel. En ce qui vous concerne, constantinois de naissance et sûrement de cœur, les autorités coloniales à l'époque, on est dans les années 50, parlaient d'événements de l'Algérie jusqu'à tardivement, vers la fin des années 50, alors que c'était une conscientisation qui montait, une rupture qui se créait entre les Algériens et les administrations coloniales, surtout après le congrès de la Sommam de 1956. Comment expliquez-vous que la France coloniale maintenait un contrôle sur l'Algérie sans s'en rendre compte, sans prendre en compte la politisation de la question algérienne? Pour répondre à cette vaste question, il faudrait évidemment beaucoup de temps, mais d'abord, sur le fait que l'Algérie a été rattachée administrativement à la France, donc a failli disparaître simplement comme nation, et puisqu'elle était rattachée à la France, et que d'autre part, il y avait une colonisation de peuplement européen qui voulait se substituer au peuplement d'origine sur ce territoire, sur cette terre. Donc c'est par conséquent cela, à mon sens, qui explique l'acharnement, la volonté de ne pas reconnaître la réalité de la nation algérienne séparée de la nation française et donc du nationalisme algérien qui a combattu précisément pour acquérir l'indépendance politique. Wassini Laraj, vous avez beaucoup écrit sur l'Algérie, notamment l'Algérie contemporaine. Il en est question dans vos ouvrages. Vous parlez beaucoup de contes populaires, de légendes aussi parfois. Comme dans votre livre qui s'intitule Fleurs d'amandier, on le sait, hein, en théorie, le colonialisme détruit les repères identitaires du peuple qu'il vise à subjuguer. Mais en Algérie, ces repères, comme les contes populaires, la spiritualité, la mémoire, ont toujours formé une sorte de protection pour les Algériens, et ce depuis 1830. Finalement, ça a joué pour l'indépendance. Oui, la littérature populaire, c'était qui a préservé justement ce patrimoine. Quand on essaie de voir tout ça de près, on va découvrir au niveau de la poésie, au niveau des écrits, au niveau de ce qui a été raconté, il y a une substance qui ne part jamais, qui reste là. Parce que quand vous avez en face de vous une force coloniale qui essaie de rendre les Algériens, de ne pas leur permettre justement de s'associer à une société moderne, etc., les mettre de côté comme s'ils n'existaient pas, faire de l'ignorance un cheval de bataille, etc. Vous avez en face de vous des possibilités justement qu'il faut faire revivre, pousser à l'avant, et surtout la littérature populaire. Vous voyez par exemple Ansed Belkhair ou la poésie algérienne, vous allez découvrir bien sûr que c'était le moyen véritable justement qui permettait à ces Algériens de s'exprimer. Malheureusement, l'arabe à une certaine époque a été totalement interdite, je parle de la langue, et donc il ne restait que cette possibilité. La France est arrivée au niveau colonial, il y avait 80% justement d'alphabétisation. Elle a quitté le pays en laissant derrière elle en laissant derrière 80% justement d'analphabètes. C'est-à-dire que le travail justement de ce travail sur le plan culturel et intellectuel a été vraiment quelque chose de très très important. Je ne sais pas, je vous voyais en train d'acquiescer, si vous voulez peut-être réagir. Les statistiques qu'on donne, c'est que il y a des documents qui suggèrent qu'Alger avait un taux de lettrisme plus élevé que Paris en 1830. En 1954, avant la Révolution commence, l'ONU déclare que le territoire algérien est le territoire le plus illettré du monde. Le plus illettré du monde. Donc c'est la destruction, le SAP, vous avez parlé de ça. On le voit constamment avec l'abaissement de l'éducation et l'attaque après. Donc là, moi j'ai parlé souvent, j'écris un peu sur le pillage des archives produits en Algérie à la fin. En 1962, les Français prennent les archives massivement, ils refusent de les rendre. Donc tout cet effort, on le voit à Gaza, une fois de plus, les coloniaux, à Gaza, les Israéliens ont attaqué aux innocents, mais aussi aux universités, aux archives de Gaza qui préexistaient l'Empire ottoman, on ne parle même pas d'Israël. Donc cette attaque que les Algériens ont survécu, malheureusement, ça continue des efforts de priver les Algériens de leur héritage, mais la destruction pendant avec l'occupation française des possibilités d'éduquer les Algériens, ça sautait aux yeux en 1955. Les Français essaient de s'adresser enfin, forcés par la force d'armes, de s'adresser aux problèmes, la misère économique qui existait, qui augmentait parmi les Algériens, l'illettrisme, le manque d'éducation.
alors qu'ils voulaient trouver une élite avec laquelle travailler pour garder l'Algérie française, il n'y en avait pas, parce qu'ils n'avaient pas fait, alors que c'était la loi. C'était soi-disant explicitement dans la loi, comme disait Benjamin Stora, à cette époque, des citoyens français. Ils n'avaient pas les mêmes droits, et il manquait, par exemple, la loi Ferry en France depuis les années 1880, qui exigeait l'éducation universelle des enfants, n'était pas appliquée aux enfants algériens qui étaient soi-disant des Français. Donc tout ça, les suites sont réelles, mais la résistance a été capable de surmonter ça. Professeur Riady, c'est vrai, on vide un peu les cerveaux pour une forme d'aliénation, pour contrôler celui qu'on vise à subjuguer, comme je le disais tout à l'heure. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que durant le 19e siècle, il y a eu pratiquement, aujourd'hui, la seule information qu'on a, c'est une information à sens unique. Elle est d'origine coloniale. Pourquoi ? Parce que il y a eu pratiquement interdiction, même des troubadours, les fameux qui passaient dans les marchés, qui racontaient des histoires. Il y a eu un arrêté fait par Bugeaud en 1841 qui interdisait, donc qui donnait instruction à l'armée de poursuivre ces gens-là. Ce qui fait que l'histoire de ce 19e siècle a été faite uniquement au niveau des chaumières. Donc nous avons très peu d'informations du côté algérien sur ce qui s'est réellement passé. Toute l'information aujourd'hui est malheureusement entre les mains coloniales et elle dit ce qu'elle veut dire. Soufiane Baloudi, c'est une révolution populaire, plus qu'une guerre, bien entendu, menée par le FLN. Comment le FLN révolutionnaire a pu mobiliser le peuple ? Alors déjà, on a parlé des différents crimes coloniaux qui se sont inscrits durant 132 ans. On parlait aussi de la nature du colonialisme, qui est une occupation militaire illégale et une répression caractérisée. On peut aussi rappeler, si vous voulez, la criminalisation de tout acte mené par les Algériens, et aussi le caractère racisme systémique qu'incarnait, notamment au niveau juridique, le code de l'indigénat, qui a perduré pendant, on va dire, à peu près un siècle, et même après son abrogation, a continué d'être adopté dans les faits. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui, si vous voulez, ont amené naturellement à l'organisation du peuple algérien. Il y a aussi des résistances populaires qui ont duré tout au long du 19e siècle, malgré la répression énorme. On peut parler de Boumaza, par exemple, dont le professeur Khiaté a évoqué dans certains livres, dans la Dahla. On peut parler de l'Amir Abdelkader, de l'insurrection nationale de 1871 aussi, qui a eu un impact très important, et la répression aussi a été très intense et a engendré aussi des transformations profondes, y compris au niveau du colonat, parce que ça survenait après une crise importante, notamment en France, après la guerre franco-prussienne, etc. Et on peut aussi parler en plus des génocides, des différents génocides qu'on connaît de par les différents récits historiques, y compris les récits des chefs militaires eux-mêmes. On peut citer par exemple l'utilisation pour la première fois dans l'histoire des armes chimiques à Al-Rouat en 1852. On peut aussi évoquer, notamment ce qu'a dit le professeur Shepard, le cas d'ethnocide et d'acculturation très profonde et de destruction caractérisée de tout ce qui était inhérent ou intrinsèque à la culture, et aussi, si vous voulez, à l'attachement civilisationnel du peuple algérien, qui est multimillénaire, comme je le rappelais tout à l'heure. Il y a à la fois l'appartenance au monde arabo-musulman au niveau civilisationnel, il y a aussi un enracinement amazigh et berbère très important, et tout cela a été méthodiquement détruit dans une tentative de destruction, mais on a remarqué qu'il y avait une résistance du peuple algérien très très accrue. Un dernier mot, si vous voulez, le mouvement national algérien s'est aussi enraciné dans un sursaut des peuples au niveau international, notamment après la terrible répression de la guerre du Rif qui a été menée par le triptyque colonial, la France, l'Espagne, et aussi la monarchie à l'époque alaouite qui survit jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec le fameux personnage d'Abdelkarim Khattabi, aussi l'utilisation d'armes de destruction massive, les armes chimiques, ce qui a beaucoup influencé à l'époque le mouvement ouvrier algérien, et ce qui a permis, à travers la jonction de grands personnages historiques tels l'émir Khaled Ben Hachmi, qui est le petit-fils de l'émir Abdelkader, avec des personnages comme Messali El-Hadj, qui était à l'époque lié au mouvement ouvrier international. Cette jonction a permis la naissance du mouvement national algérien moderne, qui a fini son cheminement par l'insurrection du 1er novembre et par la révolution sociale qui a suivi l'indépendance nationale. C'est la grande famille révolutionnaire, hein. Tous les révolutionnaires sont frères, hein. C'est ce qu'on disait au début. Benjamin Stora, on va laisser pour aujourd'hui les questions d'actualité brûlantes, on en parlera une autre fois. En théorie, plus on s'éloigne d'une séquence historique aussi douloureuse soit-elle, plus les esprits doivent se montrer apaisés pour essayer de poser une sorte de compréhension beaucoup plus calme. Exception faite pour la colonisation et la révolution algérienne. Comment vous l'expliquez ? Oui, vous avez raison de souligner que, paradoxalement,
plus on s'éloigne de cette séquence d'histoire et plus on s'en rapproche par les traces qu'elle a laissées. Par exemple, dans la société française, on pensait, disons qu'avec l'éloignement le passage des générations, eh bien, effectivement, il y aurait une sorte, entre guillemets, d'apaisement. En fait, le traumatisme de la fin de l'Algérie française, de la perte de l'Algérie française, ce traumatisme, il faut le constater, s'est transmis dans certains cercles politiques français. C'est-à-dire la question de la crise du nationalisme français. Et l'interlocuteur précédent parlait à juste titre des résistances algériennes tout au long du siècle. Mais il faut signaler que s'il y a eu un facteur politique qui est la construction du nationalisme algérien moderne, effectivement, car l'année prochaine, ce sera le 100e anniversaire de la naissance de l'étoile nord-africaine, en 1926, par Messali et Hadj Ali Abdelkader en particulier. C'est-à-dire que c'est aussi par l'organisation politique moderne, jusqu'à la construction du PPA, des organisations, y compris passant par les oulémas, par l'UDMA, par le MTLD, que cette résistance politique a pu exister par une continuité, disons, qui s'est établie sur le plan programmatique et sur le plan politique. Sinon, ça aurait été très difficile de résister uniquement par les armes, par exemple. Il fallait effectivement une conscience, une progression de la conscience. Et c'est cette question du nationalisme algérien qui, dans le fond, n'est pas admise par le nationalisme français. C'est-à-dire qu'il y a, disons, une sorte de négation de l'existence du nationalisme algérien en France. On connaît très mal, on ne connaît pas l'histoire du nationalisme algérien. Et c'est un grand problème que ce trou de mémoire historique. Dernière question, Benjamin Stora. Quel est le défi pour l'historien aujourd'hui concernant ces sujets ? Vous avez évoqué dernièrement le fameux pont entre les deux rives. Donc les historiens en grande tâche justement à esquisser ou établir ce pont. Oui, absolument. Il faut que ce soit par le travail historique qu'on puisse combler ce trou de mémoire. Et ce travail avait commencé d'ailleurs avec les historiens français et les historiens algériens, à l'initiative notamment des Algériens. Une commission mixte avait été mise en place, qui a été, comme vous le savez, malheureusement impactée par des décisions strictement politiques. Donc il faut reprendre le travail historique, notamment par rapport à ce qui a déjà été évoqué, notamment avec ce qui s'est passé tout au long du XIXe siècle, c'est-à-dire la conquête coloniale, qui permettra de comprendre, notamment pour les jeunes générations, ce qui s'est passé à la fin de cette histoire, c'est-à-dire le 5 juillet 1962. Voilà, je vous remercie. Merci Benjamin Stora d'avoir été des nôtres, auteur, chercheur. Je vous dis à bientôt. Et avant de reprendre les échanges, on fait une petite coupure publicitaire et on revient tout de suite après. Il y a 63 ans, l'indépendance de l'Algérie était actée. On en parle aujourd'hui. On a beaucoup de choses à se dire, naturellement. J'allais poser la question à Wassine Larred juste avant la coupure pub au sujet du livre qu'il avait consacré à l'émir Abdelkader, le livre de l'émir, tel est le titre. Alors, est-ce que Wassine Larred est avec nous ? Oui, toujours. Alors, de 1832, petit rappel succinct, de 1832 à 1847, l'émir Abdelkader mène une guerre farouche contre l'armée française. Son intelligence stratégique, sa magnanimité, sa foi lui valent même le respect de ses adversaires, même les plus extrêmes. En 1847, il est trahi par les promesses non tenues des autorités françaises. Détenu en France durant plusieurs années, notamment à Pau et Amboise, à Toulon également. Ça donnera
lieu à beaucoup de visites, beaucoup de correspondances qui gonfleront sa légende, on les étudie encore aujourd'hui. Et puis il y a le petit-fils de l'émir, on en parlait juste avant, l'émir Khaled, qui a été une des figures importantes du mouvement nationaliste algérien, naissant, connu sous le nom du khalidisme. Il a également été président d'honneur de l'Étoile nord-africaine. C'est un des premiers mouvements nationalistes algériens. On le voit, Wassine Araj, c'est un trait d'union entre 1847, la résistance de l'émir, et les mouvements les plus modernes de la lutte coloniale. Vous savez, ce qu'il faut retenir justement de l'histoire de l'émir, c'est surtout cette continuité, c'est-à-dire malgré la situation qui était très délicate, l'emprisonnement, et tout ce qui s'en est suivi par la suite à propos de l'émir, quand il a été exilé, enfin quand il a mis fin à cette guerre, il y avait justement une certaine suite qui s'était installée. Pardonnez-moi, Wassine Araj, je vous ai posé la question parce qu'en fait, le colonialisme à l'époque disait que c'était des résistances un peu localisées, un peu, très très isolées, alors qu'on voit qu'il y a une trait d'union, il y a une continuité, comme vous le dites. Non, je ne pense pas que c'était isolé. C'est-à-dire même l'histoire des Mansas, c'est-à-dire quand on voit l'émir, il y avait ces khalifes un peu partout. En Kabylie, par exemple, Cheikh Messelem, qui l'a suivi d'ailleurs dans son exil en France ou par la suite à Damas. Donc il y avait ce côté, disons, nationaliste pour l'émir. C'est-à-dire qu'il n'était pas cloisonné seulement à Mascara ou les régions de l'Ouest algérien. Et par la suite, même quand il a promis à Napoléon III de ne plus prendre les armes, etc., parce que Napoléon III était derrière sa libération, parce que c'est lui qui a pris la décision après le coup de force qu'il a mené contre le système royal ou la monarchie. Malgré ces promesses, l'émir est resté attaché justement à son histoire. Et parmi justement ceux qui ont réagi, ce sont aussi ses descendants. Et dont il y a plusieurs, il n'y a pas seulement Khaled, il y a Ali qui a été assassiné par les Turcs quand il a essayé de mener une offensive contre les Turcs, parce qu'à l'époque, il y avait aussi l'histoire où rester sous le joug turc et ottoman, ou dépasser tout ça et aller vers un nationalisme arabe. L'un de ses fils a été avec ce nationalisme arabe et il a été assassiné en 1905, je crois, 1906, à Damas. Et donc cette continuité, il y a même aussi l'un de ses fils qui a participé avec la révolution dites-moi, au Maroc. Au Maroc, oui. Sofiane Baroudi en parlait. Il a aussi participé. Donc il y a une génération, disons, émirienne, entre parenthèses, qui a essayé de suivre un petit peu, ou de suivre les pas de l'émir dans le sens de la révolution et dans la non-acceptation justement du colonialisme. Merci Wassine Araj d'avoir été des nôtres. J'encourage vivement les téléspectateurs de lire votre livre, le livre de l'émir, où on voit, vous esquissez, vous portraiturez une figure très profonde, finalement qu'on ne connaît pas beaucoup, tellement elle est extraordinaire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir, Wassine Araj, je vous dis à bientôt. Moi, je voudrais ajouter uniquement quelque chose sur l'émir. C'est qu'à la mort de l'émir, il y a eu un véritable conflit entre le consulat français à Damas et le pouvoir ottoman pour justement s'accaparer en quelque sorte l'héritage de l'émir. Bon, il y a eu le groupe qui est parti avec le consulat, notamment le Hachbi, mais son fils est sorti contre. Et donc Ali. Mais les autres sont restés attachés donc à l'idée défendue par l'émir Abdelkader, c'est-à-dire la conservation de l'Empire ottoman. Et on cite Mahieddine en 1870. Il s'est rapproché de Aziz, le fils de Cheikh Al-Haddad, et donc il est arrivé à Tébessa. C'est lui qui a mené une grande offensive au niveau de Tébessa. Il avait écrit aux tribus pour les ramener, etc.
Abdelmalek qui est rentré par l'autre côté puisqu'il a touché les Ouled Sidi Cheikh. Donc ensuite il est parti au Maroc et il a même eu une grande bataille. Il a failli prendre Casablanca contre l'IOT. Et ensuite il a été nommé au niveau de Tanger. Il y a eu le troisième qui s'est opposé avec les Libyens contre l'impérialisme italien en 1910-1911. Donc voilà, l'héritage de l'émir est resté et il a été perpétué justement par l'émir Khaled à partir de 1917 en Algérie. Je peux dire deux choses. Je vous en prie, bien sûr, allez-y. L'émir Khaled s'est adressé au président Wilson sur les cadres et qu'il a totalement ignoré. Donc heureusement que plus tard, le sénateur américain, éventuellement plus tard président John F. Kennedy, et on voit dans ses archives, c'est mis de côté dans son premier discours, donc un peu sauvé d'honneur des États-Unis. Il a reconnu avec une adresse télévisuelle le 5 juillet 1962, en mettant en parallèle ce qu'ont fait les Américains, les États-Unis, c'est d'utiliser la violence pour réclamer, exiger, forcer l'indépendance, en disant que le peuple algérien a fait la même chose. Le deuxième qu'il faut noter, continuité qu'il faut noter, que c'est la France refuse toujours de rendre le sabre, les éléments qui étaient saisis avec leur ils refusent de les mettre dans leur propre musée, ils refusent de les rendre à l'Algérie, comme beaucoup d'autres choses. Les restes des rebelles, des archives, etc. Et surtout les lettres. Vous savez qu'on estime qu'il y a eu 45 000 lettres qui ont concerné l'émir, soit reçues, soit envoyées. Et beaucoup de ces lettres existent, soit dans des collections privées, soit au niveau des archives françaises. Et ce qu'on sort aujourd'hui, ce sont des traductions, souvent apocryphes, parce qu'on ne sait pas la réalité. Il faut qu'on voit les originaux qui correspondent réellement à l'esprit de l'émir. Parce que souvent, des traductions ne dénotent pas du tout l'écriture de l'émir. En fait, ils n'ont pas rendu les plans du sous-sol algérois, c'est ce qui a empêché la construction du métro. Ils n'ont pas rendu jusqu'à 2008, les Français, les plans qu'ils avaient des mines antipersonnelles sur les frontières. Donc, ce qui a fait tuer des enfants. Et les plans aussi des déchets nucléaires. Aujourd'hui, les cimetières des déchets nucléaires, la France refuse de les donner jusqu'à ce jour. Avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de cancers au niveau du Sud, etc. J'aimerais juste revenir sur l'affiliation et le lien qu'il y a entre les résistances populaires et aussi le mouvement national algérien jusqu'à la révolution et à la guerre de libération nationale. Parce que la partie française, bon, les historiens sont plus honnêtes que, si vous voulez, le récit officiel qui est complètement dans une forme de négationnisme total, non seulement sur l'Algérie, mais aussi sur des faits qui sont inhérents, si vous voulez, à l'histoire française elle-même. On peut citer le cas célèbre, par exemple, du régime de Vichy, où il y a très peu de choses qui sont rapportées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Monsieur Shepard parlait de la lettre qui a été envoyée par Khaled Ben Hachmi à Wilson. Il faut savoir que Khaled Ben Hachmi a eu beaucoup d'activisme diplomatique à son époque. Il avait écrit à la Société des Nations. La presse coloniale avait même rapporté une rencontre avec Lénine, parce qu'il faut resituer l'époque. On est en pleine révolution bolchevique et la presse coloniale qui avait très peur de la descendance de l'émir Abdelkader, qui les surveillait d'une manière très 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 rapprochée, avait rapporté le fait que Khaled Ben Hachmi avait participé au congrès de Bakou, qui est le congrès des peuples musulmans, qui devait rallier tout le Caucase à la révolution bolchevique. Khaled a nié ça, mais ce qui en ressort, c'est le fait qu'il y avait un activisme très très important au niveau diplomatique et qu'il y avait, si vous voulez, une pression pour reconnaître la lutte du peuple algérien. D'ailleurs, si vous voulez, le premier grand congrès du Parti communiste international en 1919 a été, si vous voulez, le premier acte de reconnaissance de la lutte du peuple algérien et du peuple tunisien. Ça a été un des critères d'adhésion, le fait de reconnaître et de soutenir la lutte du peuple algérien. Il y a aussi autre chose qui est, à mon avis, très important, c'est le caractère national à la fois de la lutte qu'a menée l'émir Abdelkader et son impact sur la vie politique en France, parce qu'il faut rappeler qu'après la reddition de l'émir Abdelkader, il y a eu une révolution en France qui a, le mot reddition, entre guillemets, il y a Todd Shepard qui a beaucoup travaillé sur ça. Exactement. On va en parler. On peut l'appeler autrement, mais en tout cas, après cet épisode historique, après l'arrêt des combats, il y a eu en France une révolution, ce qu'on appelle la révolution, le printemps des peuples en Europe, 1848, qui a entraîné un changement de régime. Quelques années plus tard, un autre changement de régime, la Restauration, a coïncidé avec les luttes de Boubrla et les luttes de Fatman Soumel. 1871 est aussi lié à un changement de régime avec la proclamation de ce que certains historiens appellent la République impériale, Troisième République pour la partie française. Et
aussi 1945 a entraîné un autre changement de régime et la guerre de libération algérienne entre 54 et 62 a entraîné au moins 5 régimes, 5 gouvernements différents et le passage à la 5e République qui est encore de vigueur jusqu'à aujourd'hui. Et la chute de la 4e République aussi. Les événements d'Algérie sont toujours invités dans la politique intérieure française. Pire que ça, il y a une influence intrinsèque et directe et même avec ça, il y a une négation très très profonde. Il n'y a pas d'enseignement, par exemple, de tous ces épisodes-là. En France, 1871, c'est aussi en lien avec ce qui est appelé la Commune de Paris, qui est un événement révolutionnaire très, très connu au niveau international. À la fois l'édification de la Commune de Paris, qui est un modèle pour les révolutionnaires du monde entier, mais aussi l'énorme répression qui s'est inspirée de la répression en Algérie. D'ailleurs, il y a les militaires qui étaient en Algérie. Exactement, c'est les mêmes militaires et les mêmes chefs politiques. Et même avec ça, il y a encore une négation. Pourtant, il y a par exemple les mémoires d'une certaine Louise Michel, qui est très connue comme communarde, qui a cité ses rencontres avec les insurgés algériens en Nouvelle-Calédonie, notamment avec Ahmed Boumzarag et d'autres. Et donc, malgré toute cette correspondance, la partie française continue à nier déjà le fait qu'il y ait eu des résistances populaires et aussi leur lien avec le mouvement national. Parce que l'émir Abdelkader et aussi 1871, c'est des insurrections à caractère national avec des revendications politiques qu'on retrouve en 1954. On retrouve à peu près aussi les mêmes procédés qui sont très très proches et très rapprochés. Même par exemple au niveau militaire, l'armée de libération nationale a reproduit, si vous voulez, les techniques de guérilla qui ont été développées d'abord par l'émir Abdelkader et ensuite par l'émir Abdelkrim al-Khattabi à l'occasion de la guerre anticoloniale du Rif en 1926. D'ailleurs, les Chinois aussi, dirigés par Mao Tse-tung, ou les Vietnamiens ont reproduit les mêmes techniques de combat asymétriques, si vous voulez. Et donc, il y a beaucoup de correspondances à avoir, que ce soit au niveau politique, au niveau idéologique aussi, c'est important parce qu'il y a le fait de lutter contre des lois discriminatoires, notamment islamophobes, qu'on retrouve aujourd'hui parce que le code de l'indigénat est un code juridique profondément islamophobe. Au niveau politique, il y a la lutte pour si vous voulez, la proclamation d'une nation algérienne indépendante. Et au niveau militaire, il y a à peu près les mêmes techniques et les mêmes stratégies qui sont reproduites. Et donc, on peut parler d'une continuité qui est claire, nette et qui n'est plus démontrable aujourd'hui, tellement on a de preuves. Il y a une sorte d'inconscient français par rapport à ces questions et par rapport au colonialisme. Alors, les Français essayent de le nier, mais ça revient d'une autre manière, par la résurgence des historiens, par les populations qui demandent réparation, par les archives. On voit que c'est encore présent. En fait, c'est une volonté politique, justement, de cacher cela, parce que la France ne veut pas, soit à travers ses historiens... Pourquoi on veut cacher cela, tout simplement, C'est pour ne pas culpabiliser davantage. Ils sentent que c'est une forme de culpabilisation si on évoque les véritables faits. C'est pour ça que certains faits n'ont pas été, par exemple, lorsqu'on prend les génocides, les enfumades, on est resté très souvent à une seule enfumade évoquée, alors qu'il y a eu des dizaines d'enfumades, dont une en 1868. Celle de Sidi Bou Maraf, donc dans la région de Annaba. Aujourd'hui, on ne veut pas en parler de ça. On ne veut pas également parler des razzias, grâce à certains auteurs anglo-saxons, dont William Galma, Red Smith, etc. Donc, aujourd'hui... Christophe Lafaille aussi a fait un travail magistral sur ça. On voit l'importance, par exemple, des razzias qui ont été une véritable forme de génocide, puisqu'on estime qu'il y a eu 1 700 000 Algériens tués entre 1832 et 1847, ce qui ne ressort pas du tout dans les écrits français. Donc, si vous voulez, là où il y a eu énormément de violence, les Français essayent de faire passer cela et donc de ne pas évoquer cela. Il y a des archives parlementaires. Et c'est pour ça que les archives ne sortent pas. Vous savez que les archives militaires françaises, les Algériens n'ont pas accès à ce jour du 19e siècle. Je parlais des archives parlementaires françaises. À l'époque, Tocqueville, dans ses 2 rapports d'Algérie, sur son enquête sur Constantine, il dit qu'un tiers de la population de Constantine a disparu entre 1863 et 1867. Ça, c'est des archives... Ça, c'est à cause de la famine. Donc, ça, c'est un autre problème. La famine, c'est une famine qui est orientée, conjuguée... Mais famine... Tocqueville a été le premier à être un véritable théoricien des razzias et de la colonisation, et on le sait, lui-même, il a encouragé cela, donc en disant qu'il n'y avait pas un autre moyen de dompter la population algérienne
qu'à travers les razzias. Pardonnez-moi, professeur Khayati, ça va plus loin que dompter, parce que la colonisation française en Algérie, c'est une colonisation de dépeuplement. Absolument. Et ils le disent, ils l'assument à l'époque. Il fallait vider la population. Ce qui est intéressant, si vous le permettez, c'est qu'il y a eu une contradiction, même dans la vision de Tocqueville, puisque lui, il a écrit le livre sur la démocratie en Amérique. Il ne parle pas des Indiens, ni des Noirs américains. Là, il parle de ça. Donc, peut-être vous pouvez commenter nous dire mieux un que mot. moi. Le désespoir des commentateurs français qui n'ont pas réussi ce qu'ils faisaient les Américains avec les soi-disant Indiens, c'est-à-dire les éliminer massivement, c'est palpable dans les écrits du milieu du 19e siècle. Ils voulaient faire ça. Donc après ça, ils sont forcés de choisir d'autre part. La traduction en russe des travaux français sur ce qui se passait aux États-Unis, dans l'Ouest, la destruction massive des peuples indigènes, c'était pour les Russes une inspiration directe de ce qu'ils voulaient faire dans les Caucases, dans l'Asie centrale, qui aussi au milieu du 19e, ils étaient en train de prendre. Donc le désir, c'était exterminé. Après, il fallait faire avec. Et donc là, malheureusement, on le voit une fois de plus là actuellement sur nos écrans avec ce qui se passe grâce aux Israéliens, grâce au soutien américain, à leurs efforts. C'est-à-dire une violence sans borne, avec une explication que c'est nous les victimes. Ce qui a permis, je crois, c'est un des facteurs qui permet le déchaînement actuel en France, des rancunes, ce qu'on n'osait pas dire avant, c'est-à-dire les haines, mais sans aucune apologie, quoi, de dire, voilà, c'est nous les victimes, c'était eux, une fois de plus, on voit que les musulmans, les arabes, les gens, les derniers de la terre, méritent de l'être, et on va les traiter comme tels, et c'est choquant, mais c'est historiquement une parallèle qui est évident. C'est difficile de croire de nos jours que ça se passe sous nos yeux, mais ça, il le fait. Et puis en France, il y a cet détournement, cette façon de fermer tout le débat sur ce qui se passe actuellement, qui est en écho avec ce déni de son propre histoire. Et en fait, ça leur permet de l'effacer, d'éviter de se confronter, d'essayer de faire rentrer l'extrême droite et ses thèses qui ont parsemé même la droite dite gaulliste, et certainement des partis de la gauche aussi. C'est pas une surprise avec leur histoire, mais c'est Macron qui se présentait comme le premier président né après la guerre d'indépendance algérienne, donc libre de faire, et en fait a décidé de manipuler l'opinion, d'utiliser même les gestes dits positifs, la reconnaissance de Odin, de Boumendjel, des assassinats. Même ça, c'est fait pour provoquer l'extrême droite, la façon qu'il les place. Et là, l'abandon complet de cet effort en permettant plutôt l'extrême droite de dominer le débat. Vous voyez, là... J'aimerais réagir aussi sur la question que vous avez posée à M. Khayati sur pourquoi la partie française continue dans une logique de négation. De négation totale, alors qu'on a des faits historiques, des recherches qui sont pléthoriques. À mon avis, c'est lié directement à des enjeux politiques du moment. Parce que quand on voit la situation actuelle, par exemple, la thématique de la violence policière, systémiquement raciste en France. La France a été condamnée par l'Union européenne et aussi par l'Organisation des Nations Unies sur la thématique de la violence policière, notamment après le meurtre du jeune Naël et d'autres épisodes semblables. Pardonnez-moi, Soufiane Baloudi, même avant, par rapport aux Gilets jaunes. Hein, oui, même avant. Sanctionné. Hein. Mais le caractère raciste systémique a été dénoncé par l'Union européenne et aussi par les organisations internationales. Par exemple, il y a des historiens et des sociologues comme Mathieu Rigouste, qui est un sociologue critique, qui a signé un livre qui s'appelle « La domination policière » et qui démontre la correspondance entre les techniques policières coloniales et notamment des personnages funestes comme Maurice Papon, qui est le responsable du crime d'État du 17 octobre 1961, c'est-à-dire l'assassinat des Algériens à Paris. Ce même Maurice Papon a été à l'origine de la fondation de la police française et aussi des techniques qui sont reprises jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sont des techniques aussi inspirées de procédés de contrôle de population, d'ailleurs qui ont été perfectionnés complètement par l'antitétionnisme et par le colonialisme de peuplement israélien, qui reproduit aussi cette forme de technologie. Cette forme de technologie, parce que la domination policière et la répression intense est liée aussi à la vente d'armement, la partie française, via des membres de l'organisation armée secrète, qui est une organisation terroriste et fasciste, l'OAS, qu'on ne retrouve pas aussi, si vous voulez, dans la narrative, y compris dans la narrative de gauche en France. Ces techniques-là ont été exportées notamment dans des pays d'Amérique latine, comme le Chili de Pinochet, ou alors comme l'Argentine de la dictature fasciste militaire de Videla. C'est des experts français qui sont issus de la colonisation de l'Algérie et de la décolonisation, qui ont vendu des systèmes d'armes et des techniques de répression avec des procédés aussi qui sont racistes,
à des pays d'Amérique latine. Ça, c'est un aspect. Les fameuses théories de choc dont parlait Naomi Klein. Dans les archives, Papon, avant d'être nommé préfet de police à Paris, c'était une promotion massive, il était préfet de Superigami, Exactement. C'est un super préfet au niveau de l'Est. De Constantinois. Il a fait pas mal il a orchestré pas mal de massacres dans le Constantinois en 1961. Je parle d'une petite autre chose, c'est qu'il y avait plein d'efforts français officiels de lutter contre le racisme, de promouvoir des soi-disant musulmans. Lui, il a résisté constamment. Il disait, vous dites que vous voulez que j'embauche des soi-disant musulmans, vous voulez que j'embauche des experts en droit coranique. Il disait non, c'est lui qui essaie d'éviter, c'est lui qui était choisi, promu. C'est lui qui refusait même entre guillemets, comme on dit familièrement, le sale boulot. Le trait d'union peut-être entre Maurice Papon et l'entité sioniste, c'est que dans les unités Papon, on orchestrait des massacres dans le Constantinois, et on avait à l'époque un certain Maurice Guénassia qui faisait partie des massacres Papon, qu'on appelait plus tard Enrico Macias. S'il se demandait pourquoi il ne pouvait plus rentrer en Algérie, c'est parce qu'au niveau des archives, on sait très bien historiquement ce qu'il a fait, et il le sait. Et ce que ses aïeux ont fait, puisque lui-même reconnaît il y a quelque temps que la prise de Constantine en 1837 a été faite par une trahison des Juifs qui habitaient Constantine. Ça nous rappelle l'histoire de Médine et de la bataille Al-Khandaq au temps du prophète. Il y a eu d'autres moments de la Gouade, par exemple, la communauté juive a essayé de protéger contre l'attaque française. Donc, mais massivement, Constantine, c'est ça. Allez-y, juste un petit aspect aussi par rapport au caractère islamophobe systémique en France qu'on retrouve jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a aussi un malaise très profond à reconnaître que la période de la colonisation a été érigée contre la population musulmane d'Algérie, principalement à travers le code de l'indigénat, mais pas seulement. Il faut rappeler par exemple que la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État, ou laïcité, n'a jamais été appliquée au culte musulman. Oui. D'ailleurs, l'une des revendications du mouvement national, y compris des ulémas en 1931, c'est justement l'application de cette loi au culte musulman qui devait échapper au contrôle de l'administration coloniale et au contrôle de la police politique et des services de renseignement coloniaux. Et donc, il y a vraiment un malaise très très profond, y compris autour des mythes fondateurs que la France essaie de vendre encore au jour d'aujourd'hui au niveau international. Exactement. Et du coup, le malaise, il est vraiment profond parce que les mythes fondateurs, que ce soit sur, par exemple, la France puissance culturelle, sur la laïcité, tout ça s'effondre avec le récit algérien, avec le récit objectif et scientifique de ce qu'a été l'Algérie de 1830 à 1962. Vous voyez, j'aimerais uniquement ajouter un petit mot très, très important parce que beaucoup d'Algériens ne le savent pas. Vous savez que les impôts musulmans, religieux, la France obligeait les autochtones à les verser au trésor français. Donc la zakat était versée. Mokrani qui a versé 500 000 francs à l'époque, alors que Macmahon lui avait promis qu'il allait le rembourser, mais comme il y avait la révolution entre-temps, il n'a pas été remboursé, donc ça a aussi expliqué la révolution. Voilà. Alors, on avance, vous voyez, ça passionne les échanges, il y a beaucoup de choses à dire, et surtout qu'il y a une résurgence entre l'indépendance de l'Algérie et l'actualité du moment. On va avancer un tout petit peu. On a eu des témoignages par rapport à cette indépendance qui a été longue, chèrement acquise. On a eu des témoignages de pères, par exemple, qui descendaient du maquis et qui avaient vu leur fils pour la première fois. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, bien entendu. Alors, professeur Khiyaté a écrit un livre qui s'appelle « Enfants dans la guerre d'Algérie entre 1830 et 1962 ». Votre ouvrage où vous parlez de ces enfants de la colonisation, à la fois forts mais aussi fragiles, victimes mais aussi forcés d'être adultes avant l'heure, qui ont grandi surtout parfois sans tuteur, son père, mais le rôle qui a été donné aux tuteurs, c'est-à-dire à la fois la mère et le père, ça a été la révolution, c'est-à-dire c'est des enfants, une génération qui a grandi au creux de cette révolution. C'est la révolution finalement qui leur a donné une maturité, une conscience politique. Absolument. Qui étaient orphelins au départ. Ce sont des enfants qui n'ont pas fait leur enfance, qui sont devenus tout de suite adultes. Et en 7 ans, lorsqu'on voit par exemple la génération de novembre, celle qui a fait la révolution, une maturité extraordinaire, une moyenne d'âge de 20 à 22 ans, 23 ans. Tous les véritables baroudeurs de la révolution de novembre, c'était des jeunes. Ce sont la plupart de ces personnes-là n'ont pas fait, parce qu'ils ont vécu dans les centres de regroupement, ils ont vu la violence
quotidienne qu'exerçaient sur eux les différents services de répression français. Et donc... Pardonnez-moi, professeur Riati, c'est au médecin que je m'adresse ici. Toutes les données, objectivement, auraient pu faire de ces enfants, de ces adultes... Des enfants traumatisés. Traumatisés, Absolument. aliénés, complètement en souffrance. Mais on voit qu'ils se dépassent, qu'ils se transcendent pour être au rendez-vous de l'histoire. Comment vous expliquez ça, le médecin? Comment le médecin arrive à expliquer ça? Ce qui s'est passé, c'est que le choc émotionnel qui devait provoquer chez eux le trauma a été inversé. Pour eux, c'était parce qu'ils en positif, oui, en positif, parce qu'ils ont vécu dans une ambiance musulmane, et donc il y avait si vous voulez, cet espoir de faire une vie meilleure, même dans l'au-delà, donc la shahada, etc. Donc ces aspects-là ont fait que l'impact a été un autre exemple. Vous savez qu'après l'indépendance, nous avons eu beaucoup d'enfants, de shahids, d'enfants traumatisés par la violence. Où sont passés ces enfants-là? Les moyens de l'Algérie étaient faibles, donc on ne pouvait pas s'en occuper. Mais il y en avait certainement un demi-million. Un demi-million. Un demi-million à l'indépendance. Mais au moins, ces enfants-là ont été intégrés par la société. Alors que dans la décennie noire des années 90, nous avons eu pratiquement 100 000 qui ont été touchés fortement. Ces enfants-là ont posé problème et nous l'avons payé dans les années 2000 et 2020 avec la violence urbaine qu'on a vue et qui s'est développée. Une autre fait très douloureux. Allez-y, on sait très bien malheureusement que plein de femmes algériennes, plein d'Algériens ont été violés par les Français. Oui, tout à fait. Et en dépit d'une obsession occidentale qui fixe sur les crimes d'honneur, la façon que le déni, etc., pendant la Révolution, on a des preuves très très claires de toute la société, les villages perdus se sont mobilisés pour incorporer ces femmes, leurs enfants, d'essayer de faire, c'était partie de qu'est-ce qu'il fallait faire pour lutter, c'était aussi des guerrières. On en reparle tout de suite après, Todd Shepard, juste après cette deuxième coupure publicitaire. À tout de suite. L'indépendance de l'Algérie, il y a 63 ans, on en parlait, on a eu beaucoup de choses à nous dire, pas mal de thématiques à étayer encore. Le sujet est tellement profond que ça mériterait plusieurs émissions, mais on va essayer quand même d'avancer et de dire encore beaucoup de choses. Alors, on sait qu'il y a un film célèbre au sujet de la résistance algérienne, de la révolution algérienne, de la bataille d'Alger, de Dilo Porte-Covot, qui a été visionné, dit-on, par des officiers américains de West Point, la célèbre académie militaire des États-Unis. Certains officiers, durant la guerre du Vietnam, pour mieux comprendre la guérilla, se sont inspirés. Alors, Todd Shepard, comment, une question comme ça, vous qui êtes à l'université Johns Hopkins, comment est enseignée la révolution algérienne, l'indépendance algérienne au sein des universités américaines? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Qui m'a fait venir sur ce sujet, le sujet de l'Algérie. Ma thèse, c'était sur est-ce que la révolution algérienne était une révolution française, c'est ce qui revient sur cette question. Et la bataille d'Alger comme film, c'est au cœur de ça. C'est au cœur de l'enseignement sur ce que c'est la décolonisation. On a deux textes normalement, un texte, le film La bataille d'Alger, les textes de, notamment Les Derniers de la Terre de Frantz Fanon, inspiré par son expérience à côté du FLN. Pardonnez-moi, Todd Shepard, c'est avéré, c'est-à-dire des officiers américains ont visionné le film de Dilo Porte-Covot pour s'inspirer. On sait que, par exemple, les Black Panthers, à la fin des années 60, l'ont visionné. On sait que le FBI l'a visionné pour comprendre ce qu'ils faisaient, les Black Panthers, pendant la guerre du Vietnam. Et l'épisode le plus récent, c'est en 2003, juste au moment de l'invasion américaine, de deuxième quand même, de l'Irak, dans la fin dans ce moment. Ils ont projeté ça à la Pentagone pour essayer de comprendre ce qui allait se passer. Ils n'ont rien compris, bien évidemment, parce que la bataille d'Alger finit avec « on a gagné pour un peu de temps ». Là, c'est 10 ans. Voilà. Les Américains, malheureusement,
pour nous et pour le monde, ont peu appris du film, mais ils se tournent constamment vers ce film. Malek Ben Smaïl, le réalisateur algérien, a fait un film, La bataille d'Alger, un film dans l'histoire, où on a fait des entretiens avec, sur comment ce film a parsemé le monde, en Algérie, ailleurs, les États-Unis, parmi les révolutionnaires. Vous avez parlé de cette fraternité des révolutionnaires dans le monde entier, une inspiration, et aussi pour des gens qui essaient de les réprimer. Les Américains, les Sud-Africains à l'époque de l'apartheid, les Israéliens essaient de s'inspirer, d'apprendre des leçons, souvent avec efficacité meurtrière, mais jamais jusqu'à là, et on espère encore une fois pour la Palestine que ça sort, mais ils n'ont pas pu brimer l'effort, le désir de liberté, et le désir de lutter pour la liberté. Donc, mais la bataille d'Alger était projetée dans pas mal d'universités. C'est un objet scientifique. C'est devenu et c'est quelque chose qui marque. C'est-à-dire, c'est un film qui arrive, même je l'ai projeté une fois juste après le 11 septembre. C'est-à-dire des scènes où ce qui choquait les étudiants, c'était des attentats, mais quand même, à la fin, ils arrivaient à saisir. C'est-à-dire, historiquement, c'était toujours la torture qui choque, mais le film est capable, parce que ça prend au sérieux la souffrance des colons, des Européens. Ça prend au sérieux en disant que quand même, l'histoire nous montre qui est du côté de l'oppresseur et où est la sortie pour la libération. Et le film, même aux Américains traumatisés par le 11 septembre, et j'utilise le mot avec précaution, que face au traumatisme que vous avez évoqué, ce n'est pas la même chose. C'est pas un fantasme, mais c'est quelque chose produit par les médias plutôt que vécu dans le corps. Même les jeunes Américains, face à ce film, arrivent à voir, et donc face aux leçons réelles de ce qui s'est passé, les gens sont capables de saisir qu'on leur a trompé quand même un peu, qu'il y a quand même des gens qui sont pleinement humains, qui ont le droit de lutter pour leur liberté, comme a reconnu le président John F. Kennedy, et quand même beaucoup d'autres, et que, en dépit de ce qu'on présente dans les médias américains, français et ailleurs, ceux qui sont les derniers de la terre, c'est eux qui méritent nos soutiens. Avant d'entamer la seconde partie, on constate que l'indépendance d'Algérie a joué aussi un rôle phare dans la diplomatie algérienne, même jusqu'à récemment, Sofiane Baroudi. Exactement, on va dire que l'ADN de la diplomatie algérienne provient justement de la guerre de libération nationale. D'ailleurs, une des spécificités importantes du Front de libération nationale et de la révolution algérienne a été le fait d'avoir réussi à constituer un appareil diplomatique complètement alternatif. C'est-à-dire qu'on est passé de diplomates bourgeois instruits dans des grandes universités à des diplomates qui proviennent du mouvement populaire, qui ont des métiers, qui ne sont pas des professionnels de la diplomatie. Et il y a aussi un aspect important, c'est l'inclusion à la fois de la société civile, c'est-à-dire de différentes organisations. On peut citer par exemple le syndicat, l'Union générale des travailleurs algériens. On peut citer par exemple l'UGMA, l'Union générale des étudiants musulmans, qui a eu un rôle important. On peut citer aussi des associations sportives qui ont servi de pépinières de militants. On peut citer y compris l'utilisation de la diplomatie sportive à travers la glorieuse équipe du FLN. À mon avis, c'est vraiment un antécédent historique. La révolution algérienne a été vraiment la première expérience politique de rupture qui a réussi. C'est du soft power avant le soft power. Exactement. C'est une modernisation de la révolution, ça s'est jamais vu. Il y a aussi la création de sections. Le croissant rouge aussi. Le dépôt des instruments des conventions de Genève. Exactement, la troupe de théâtre. On peut citer aussi l'utilisation du cinéma à l'époque de résistance, du cinéma révolutionnaire. L'Algérie invente quelque chose. Exactement. Malgré tout, on le dit sans patriotisme extrême, mais il y a quelque chose qui est révolutionnaire dans tous les sens du terme. On parle parce que ça a été reproduit après par d'autres grands mouvements internationaux. On peut citer le MPLA en Angola, on peut citer la révolution sandiniste au Nicaragua et d'autres grandes expériences. Par exemple, M. Totchepart parlait de l'impact de la bataille d'Alger. Déjà, entre parenthèses, la bataille d'Alger a été censurée pendant au moins une décennie en France, comme d'autres films. Par exemple, il y a un film qui s'appelle La Question, qui reprend un livre de Henri Halleck qui parle de la torture, qui a été aussi censuré pendant au moins une décennie. La bataille d'Alger est à la fois un objet cinématographique et politique qui intéresse les militants révolutionnaires qui veulent s'inspirer de l'organisation de guérilla urbaine type FLN à Alger, mais aussi, si vous voulez, les cerveaux et les pontes de la contre-insurrection. C'est-à-dire, on parle surtout des milieux sécuritaires et des milieux de renseignement. Par exemple, aux États-Unis, ça a intéressé récemment les militants pro-palestiniens des universités. Historiquement, c'est les Black Panthers qui se sont inspirés. Il y a aussi le mouvement portoricain, notamment les Boricuas et les Macheteros, qui projettent chaque année à New York la bataille d'Alger, et d'autres mouvements, si vous voulez, révolutionnaires qui utilisent le film comme un objet d'étude
très important. Universel. Exactement. Tout le monde s'en inspire. Il y a la pensée aussi de Frantz Fanon, qui est devenu quelque chose dans les études postcoloniales et décoloniales de complètement fondamental. Non seulement les damnés de la terre, mais aussi d'autres écrits qui sont découverts de Frantz Fanon, que ce soit les recueils d'écrits comme pour la Révolution africaine, l'enceinte de la Révolution algérienne, et d'autres thèses qui sont nées en confrontation avec l'expérience justement révolutionnaire et l'expérience d'émancipation algérienne, parce qu'il y a aussi des volontés de désalgérianiser la pensée de Frantz Fanon, ce qui est à mon avis impossible, parce que d'ailleurs il y a un film de Abdel Zahzar qui s'appelle Docteur Frantz Fanon qui rappelle aussi la genèse de la pensée fanonienne révolutionnaire, parce que Frantz Fanon s'est transformé au contact de l'expérience révolutionnaire algérienne et africaine, que ce soit dans son engagement avec l'armée de libération nationale, mais aussi en tant que diplomate de la révolution algérienne. Il faut rappeler qu'il a été notamment dans un congrès africain à l'invitation du docteur Nkrumah. La révolution algérienne a aussi eu un impact très important sur le mouvement des non-alignés. Il faut rappeler qu'à Belgrade en 1961, le GPRA a été officiellement reconnu par le maréchal Tito et par toute l'assistance qui était présente lors d'un congrès très important, celui du mouvement des non-alignés, qui a encore une actualité très vivace. Il faut rappeler qu'on vit dans un monde très polarisé. D'ailleurs, le mouvement des non-alignés, son objectif au départ, c'était de sortir de la polarisation. Et on vit dans un monde où il y a un danger de prolifération nucléaire. Et c'était aussi le deuxième objectif du mouvement des non-alignés. Et l'Algérie a encore un rôle très important dans ça, dans le non-alignement, dans ses principes historiques. Donc, du coup, on a le panafricanisme, les non-alignés. On a aussi l'aspect, par exemple, il y a un épisode qui est très négligé, qui est lié à la révolution algérienne. C'est l'épisode de Suez en 1956. C'est la guerre contre l'Égypte qui a été menée par les Israéliens, les Britanniques et les Français, qui est complètement lié à l'évolution de la révolution algérienne, parce que l'Égypte a payé son soutien à l'époque à la révolution algérienne, et c'est un épisode qui est très rarement analysé avec, si vous voulez, elle est très rarement analysée avec la lorgnette ou alors avec la vision géopolitique. On parle de l'épisode de Suez comme un épisode sporadique qui s'est passé d'une manière isolée et qui n'a rien à voir avec le contexte géopolitique qui était notamment la guerre de libération algérienne. Et donc, il y a vraiment, si vous voulez, une correspondance en matière de génie diplomatique avec l'école traditionnelle du GPRA, du FLN et de l'ALN. Les principes sont reproduits encore. On peut citer aussi les combats qui se perpétuent pour la libération nationale du peuple palestinien et du peuple du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, et d'autres grands principes qu'on retrouve aujourd'hui et qui sont à mon avis inscrits complètement dans l'ADN algérien. On peut aussi rappeler les caractéristiques de l'État national algérien, notamment la caractéristique de la justice sociale qui est incluse État démocratique et social, c'est la déclaration du 1er novembre. Eh bien, c'est le menu de la seconde partie de notre émission concernant la célébration de l'indépendance de l'Algérie. Justement, cette deuxième partie, on va la faire avec Hanan Hazem, du moins on va la faire virtuellement, on va l'organiser avec Hanan Hazem, auteur-chercheur, il interviendra à partir de Paris. Bonsoir Hanan Hazem. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Et également avec nous, je ne sais pas s'il est avec nous, on va le vérifier rapidement. On va le recevoir dans quelques instants. Mais avant, justement, de parler de tous ces sujets, justement ces sujets qui se rapportent à la mémoire, une mémoire conflictuelle, il en était question un peu durant la première partie, cette mémoire conflictuelle entre la France et l'Algérie avec un dossier épineux, les fameux essais nucléaires, compte rendu avec Amal Amzian Zitouni. Feu. 57 explosions nucléaires dans le sud algérien. Un crime contre l'humanité, dont l'auteur n'est autre que la France coloniale, qui n'a eu aucun scrupule à donner libre cours à ses pulsions morbides sur le sol algérien, sur une période allant des 2 dernières années de colonisation jusqu'aux premières années post-indépendance, entre 1960 et 1966. Le 13 février 1960, le président français Charles de Gaulle donne le coup d'envoi à son premier essai nucléaire à l'air libre à Regan, au sud du pays, auquel a été donné le nom de Gerboise bleue. L'explosion a provoqué une catastrophe humaine, naturelle et environnementale, avec une puissance oscillant entre 60 000 et 70 000 tonnes d'explosifs, 3 à 4 fois plus que la bombe larguée sur Hiroshima au Japon.
selon de nombreux experts en la matière. En avril 1961, 3 autres essais aériens ont eu lieu à Regan. Gerboise blanche le 1er avril 1960, Gerboise rouge le 27 décembre 1960 et Gerboise verte le 25 avril 1961, où des Algériens mais aussi des animaux ont servi de cobayes. De décembre 1961 jusqu'à 1966, soit 4 ans après l'indépendance de l'Algérie, la France a effectué 13 autres explosions souterraines à Ineker, 35 explosions supplémentaires à Hamoudia et 5 autres sur le plutonium à Ineker, sur un rayon de 30 km de la montagne où ont eu lieu les explosions souterraines. Ces tirs nucléaires atmosphériques et souterrains, dont 11 après l'indépendance du pays, ont eu de graves répercussions sur les habitants de la région. Chaque année, plusieurs cas de cancer, de malformations congénitales, de handicap, de stérilité et de troubles psychologiques chroniques sont recensés. Selon l'estimation faite par l'agence Algérie Presse Service en 2012, les essais nucléaires effectués en 1962 ont rendu malades au moins 30 000 Algériens. L'équilibre environnemental et territorial de ces zones reste gravement menacé suite à une forte contamination par les déchets radioactifs des immenses décharges et sites d'expérimentation abandonnés sur les lieux. Les forces d'occupation françaises prétendaient à l'époque que ces essais étaient menés dans des zones inhabitées et désertiques, à savoir Regan à Adrar et Ineker à Tamanrasset, alors que 20 000 civils y habitaient. Le dossier de ce crime infâme commis par l'État français il y a 6 décennies connaît d'importants développements. Récemment, la demande de l'Algérie visant à tenir la France pour responsable de l'élimination des résidus désastreux de ces explosions nucléaires a été inscrite de manière explicite dans la législation environnementale nationale en vue de consolider les droits des générations actuelles et futures. Bien que cette demande figura dans le rapport soumis par l'historien français Benjamin Stora au président français Emmanuel Macron en 2021, la France officielle continue de faire la sourde oreille à cette revendication qui constitue un enjeu majeur dans ses relations avec l'Algérie. On voit, professeur Riaté, c'est un dossier épineux qui a encore beaucoup de remous pour le futur, puisque rien n'est tranché, rien n'est solutionné. Je parle des armes chimiques à l'époque. Et des armes nucléaires. Et des armes nucléaires, bien entendu, les tests chimiques et les armes nucléaires. On voit que rien n'est réglé entre la France et l'Algérie, surtout du côté français qui fait un blocage. Oui, c'est un dossier très lourd. Puisqu'il est frappé également d'une omerta remarquable. Et il y a eu même la loi de 2008 qui interdit l'accès aux archives, même aux chercheurs. C'est-à-dire que nous disposons de toutes les informations, mais on ne vous donne absolument rien du tout, malgré le fait que ça a dépassé 50 ans. Nous sommes à 63 ans pour l'indépendance, et ce sont souvent des essais qui ont eu lieu. Par exemple, les essais chimiques ont commencé en Algérie en 1927, à côté de Tougourt. Alors que la France était signataire de l'interdiction de ces artisans après la Première Guerre mondiale. Absolument, après la Première Guerre mondiale. Professeur Riaté, pardon, je vous interromps. À la primauté au direct, puisque on est sur le point, le président de la République est sur le point de discerner le trophée à l'USMA d'Alger qui sort vainqueur de sa confrontation face au CRB. On regarde, les images sont en direct. Voilà, vainqueur, l'USMA, c'est sa 9e Coupe d'Algérie. Elle égale justement le CR Belouizdad, le vaincu du jour. Et on rappelle bien entendu que l'USMA d'Alger sauve sa saison avec ce sacre final. Donc,
Voilà, on le voit, le 5 juillet, on parle beaucoup de choses, notamment de sport. Comme on le voit, la célébration est en majuscule avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, donc qui félicite cette fois-ci les arbitres. Dans quelques minutes, il célébrera. Voilà, il signe des balles au président de la République qui va bien entendu féliciter les 22 acteurs du jour. On regarde. Cérémonie de prise de photos. Félicitations aux arbitres qui ont su bien entendu faire que la rencontre se passe sous les meilleurs auspices. Un moment très chaleureux, festif, parce que ce 5 juillet. Et l'endroit où a eu lieu justement la confrontation n'est pas anodin puisque ça se passe au stade de Barakis, le stade Nelson Mandela, sans faire exprès, tout a un écho, tout a une résurgence par rapport à notre sujet du jour, notre thématique du jour. On est actuellement en direct au stade Nelson Mandela. Nelson Mandela, est-il besoin encore de le présenter? Lui-même qui avait dit c'est l'Algérie qui a fait de moi ce que je suis en faisant bien entendu un clin d'œil à sa trajectoire révolutionnaire et son apprentissage de la théorie révolutionnaire auprès de l'expérience algérienne. Voilà comment on regarde les joueurs qui commencent à saluer et être justement félicités par le président de la République. Il s'agit là du CRB. Voilà, bonne ambiance, hein, il semble, voilà, tout est réuni pour donner au jour une certaine bonne humeur, c'est de l'optimisme malgré peut-être la défaite, mais finalement, est-ce qu'il y a des défaits aujourd'hui par rapport au 5 juillet? Je ne le crois pas, donc on regarde. Vous écoutez le stade, le public, les supporters qui scandent, qui sont heureux, ils sont prêts à célébrer. Je parle bien entendu surtout des supporters de l'USMA d'Alger. Même le CRB n'a pas démérité aujourd'hui, qui réussit quand même une saison plus ou moins au... Professeur Khriati, peut-être un petit clin d'œil. Je sais que le foot vous intéressait, le football vous intéressait. Il y a 2 minutes. Pas autant que vous. Ah, un peu moins. Il y a 5 minutes, on parlait justement de cette équipe du FLN, cette équipe révolutionnaire. Oui. Ça peut-être explique pourquoi le foot est aussi populaire et dans le cœur de tous les Algériens. En fait, le foot a la caractéristique d'être un sport qui peut être joué n'importe où et avec n'importe quoi. Les enfants en Algérie ont appris le foot pratiquement dès le moment où ils ont commencé à marcher. Et donc, c'était dans les ruelles de leur maison. Et comme ils ne pouvaient pas s'éloigner trop de la maison, et au niveau de la maison, on ne voulait pas d'eux parce que c'était trop petit, et donc ils dérangeaient en quelque sorte la préparation du repas, le nettoyage, etc. Les parents voulaient qu'ils restent devant la maison. Et c'est comme ça donc, que des matchs ont commencé à se faire entre les enfants du quartier, avec soit des chaussettes, des papiers enroulés, à l'intérieur enroulés, etc. Et moi, je me souviens que donc, le football, je l'ai abordé à ce niveau-là, avec ces moyens-là. Et donc, le football est devenu un sport national connu dans tous les villages, pratiquement partout en Algérie. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des cas ou des joueurs qui sont d'une excellente facture, mais qu'on ne sait pas, si vous voulez, avoir rapidement, parce qu'il n'y a pas un système de sélection à l'échelle nationale qui permet de reconnaître. Professeur Khriati, justement, comme on parle un peu de sport et de révolution et d'histoire, on ne pouvait pas ne pas dire un mot sur le grand Makhloufi. Hein. Allah yarhamou, grand joueur, grand révolutionnaire et surtout grande conscience algérienne. En fait, les joueurs de l'équipe nationale de football font partie justement de cette génération exceptionnelle que l'Algérie a pu produire, celle de la guerre de libération.
les Makhloufi, les Zouba, les autres joueurs de l'équipe nationale avaient un statut extraordinaire, qui n'était pas un statut des travailleurs immigrés en France, mais c'était un statut d'un haut niveau, puisqu'ils étaient très bien payés, pris en charge, etc. Mais malgré cela, je peux les comparer aux médecins qui étaient internes ou qui étaient médecins, par exemple à Bobigny ou dans d'autres hôpitaux français, et qui, à l'appel de la Révolution, de la guerre de libération, ont tout abandonné pour se retrouver à Tunis et ensuite pour faire un peu la publicité de la guerre de libération, alors qu'ils recevaient une petite allocation donnée par le GPRA qui était insignifiante. Mais en fait, ils ont gagné sur le plan moral, sur le plan de la reconnaissance. Ils étaient, si vous voulez, heureux avec eux-mêmes parce qu'ils venaient de franchir un pas extraordinaire. Ils ont tout rejeté pour justement être dans du côté de la vérité, de la justice, de la liberté des peuples. De la liberté, justement. Comme des romanciers, on pense à Assia Djabar, énormalien, encensé par l'édition française, qui quitte, Dib, bien évidemment, Kateb Yassine, Pharaon qui meurt, mais des gens mais surtout Yassine, Djabar, Dib qui se met du côté de la Révolution, qui quitte les lauréats français pour se mettre du bon côté. On se rappelle par exemple moi je n'étais pas né personnellement, mais Mohamed Ali qui refuse d'aller au Vietnam et qui remet sa ceinture de champion du monde, on lui enlève, il revient 4 ans après parce qu'il refuse d'aller tuer des Vietnamiens qui considèrent qu'ils lui ont rien fait et que le racisme est présent surtout en Amérique. Et Makhloufi, on connaît Mohamed Ali pour son combat, mais Makhloufi, on ne va pas les comparer, mais c'est aussi majuscule et gigantesque. C'est un même niveau, hein. On se demande si... non, je veux dire Makhloufi supérieur. Absolument. Ne s'est pas inspiré un peu de cela. Je veux dire que, en fait, cette attirance vers les principes de liberté est une caractéristique qui n'a pas touché beaucoup de monde. Elle a touché des exceptions. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de Makhloufi, comme on parle de Mohamed Ali, comme on parle peut-être d'autres personnes. On a l'impression que c'est perdu, là. C'est-à-dire on essaye un peu de désubstantialiser le sport, d'enlever la substance politique du sport. On est là juste pour l'amusement, juste pour la galerie, juste pour l'argent. Un personnage ou un individu qui ferait ça aujourd'hui serait traité de fou, serait traité peut-être de complètement dément, justement, de professeur Riyad. Et vous qui observez la société, qui observez un peu l'histoire, comment vous expliquez ça? Mais en fait, ça dépend de l'importance. Regarde aux États-Unis, des grands joueurs de Palestine, NBA. par exemple, la Palestine, ils ne sont pas beaucoup de sportifs, peut-être. Malheureusement, à Gaza, ils ont quelques... on l'a vu, lorsqu'il y a eu la rencontre entre la Palestine et l'équipe nationale algérienne, tous les spectateurs étaient pour l'équipe de Palestine. Tout à fait. Donc c'était vraiment un moment irréel au niveau du stade. Et même, on regarde les joueurs d'origine algérienne ou algériens en France qui ont été expulsés de leur club parce qu'ils ont manifesté un soutien. Au NBA, les basketteurs américains qui ont dit des choses, ont été téléphonés. On leur disait il faut arrêter, il ne faut rien dire, c'est inacceptable. Alors que dans l'histoire américaine, vous avez parlé de Mohamed Ali, mais on a parlé aussi d'autres. Il faut rappeler que pour le mouvement black, pour le freedom noir, la liberté noire, les droits civiques et le Black Power et les Black Panthers, l'inspiration anticoloniale et spécifiquement algérienne est très importante pour toute une série d'auteurs. Il n'est pas américain, François Fanon, mais James Baldwin et plein d'auteurs américains. C'était en confrontation d'abord avec le racisme qui subissait les Algériens qu'ils ont compris que ce n'est pas la couleur de peau, que le racisme fabrique l'autre. Parce qu'on regarde les Algériens, pas tous, mais certains, ils sont là, mais comment est-ce qu'on peut les traiter je ne vais pas utiliser des termes, mais des termes péjoratifs, les Arabes, etc. Et ils se rendaient compte qu'en fait, non, ce n'est pas à cause du fait que j'ai une couleur tellement différente que le racisme s'exprime contre moi, c'est plus grand. Je ne suis pas résumé par une couleur ou par une religion. Voilà, le système fabrique l'autre, des systèmes coloniaux, en l'occurrence, capitalistes aussi, fabriquent des gens pour les inférioriser, nier leur humanité. Fanon, une des choses qu'il nous a appris, donc d'abord avec Peau Noire, Masque Blanc, mais surtout transformé, catalysé par sa rencontre avec les Algériens en Algérie en tant que médecin, dirigeant de la clinique de Blida,
ville à l'époque, et son départ vers la FLN à Tunis et ailleurs, a vraiment mis la main sur le manichéisme, le fait que le colonialisme fabrique un système où on nie complètement l'humanité de l'autre. Et c'est ça qui a beaucoup de gens se sont appris partout dans le monde. Malheureusement, ce système fonctionne toujours. On continue notre échange, mais on voit ici, je parle des images, hein, les vainqueurs, les usmistes, les vainqueurs du jour, les champions, les teneurs de la Coupe d'Algérie, qui sont félicités par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 9e titre pour l'USMA. Voilà. Ouais, c'est une saison un peu douloureuse avec cette histoire de... Ils sauvent un peu leur saison qui était entre guillemets en filigrane un peu moyenne. Voilà, et ils arrivent quand même avec cette note positive en fin de saison. Et ils sont très heureux, que ce soit eux ou surtout leurs supporters qu'on entend scander. Et ça n'a pas été un match facile puisqu'ils arrivent à vaincre le tenant du titre, les CR Bluesdead, dans la confrontation du jour. Voilà, la saison footballistique se termine sur cette note très positive, en festivité, le 5 juillet. On parle un peu il y a de l'histoire, il y a du sport, il y a de la géopolitique du sport, il y a du soft power, et surtout il y a des hommages comme celui qu'on vient de rendre au grand Mokhloufi, bien d'autres, hein, on ne peut pas tous les citer, mais ils sont une ribambelle de grands sportifs. Azouni, bien entendu, qui ont décidé de mettre de côté, en tout cas de suspendre leur carrière qui était toute tracée pour conjuguer la libération, leurs efforts pour la libération de l'Algérie. C'est pas rien, on est en 2025, on en parle tranquillement, facilement, mais à l'époque, c'était extraordinaire, transcendant, révolutionnaire. Hein, je crois qu'il faut ne pas lésiner sur les mots, c'était révolutionnaire. Lorsqu'on sait que, vous savez qu'il y a certains médecins, certains spécialistes comme le professeur Toumi, devait passer son certificat de spécialité en cardiologie en juin. Et à l'appel du 19 mai, il a quitté les bancs de l'hôpital pour aller et se retrouver donc au Djebel avec un pathoga qui ne pouvait changer que tous les 3 mois. Ouais. C'est un sacrifice extraordinaire. Ouais, il faut se rappeler que c'était difficile de faire ces sacrifices, c'était difficile face à une oppression écrasante. La France l'a vu ça avec la résistance. On est avant les réseaux sociaux, c'est-à-dire même l'impact. On faisait pas ça pour l'impact international, c'était avant les réseaux sociaux, c'était avant le côté un peu, je sais pas, il y avait la foi, il y avait de l'individualisation. Voilà, c'est un peu le côté avant le star system. C'était un peu, on faisait ça vraiment pour le principe, comme le disait le professeur Khayati, en prenant de grands risques. Des grands risques. Parce qu'en fait, oui, une tolère le peuple, mais quand même, il y a assez peu de gens, et ça, c'est typique de toutes les situations d'une oppression écrasante. Quelques petits pourcentages de gens qui sont vraiment engagés explicitement et soutenus par beaucoup de monde, mais quand même activement, parce que c'est très... On l'a vu ça dans toute l'occupation fasciste de l'Europe, avec les nazis en particulier, à quel point il y a tellement peu de gens qui sont capables, et qu'on ne peut pas les juger, parce que les risques sont massifs. Et on ne sait pas, ceux qui l'ont fait, qui ont pris ces risques, c'est quand même, il faut les applaudir, les reconnaître. C'est impressionnant. Alors, on me dit que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu une minute de silence pour les 3 supporters qui ont succombé, les 4 supporters qui ont succombé la dernière journée du championnat. Voilà, on pense à eux. C'était lors du match mondial d'Alger contre Al-Maghra. Donc voilà, 4 supporters qui ont malheureusement perdu la vie dans des circonstances que l'on connaît. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, leur a rendu hommage et a surtout a demandé à tout le monde que la prudence soit de mise par rapport aux futures rencontres qui se dérouleront dans les différents stades en Algérie. On le voit sur un autre aspect, cette complicité sous nos yeux entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et les vainqueurs du jour, donc les usmistes. 9e trophée pour l'équipe, l'écurie algéroise. Et voilà le mythique président Saïd Al-Lerk, voilà, président de l'USM Alger,
en pleine accolade avec le président de la République. Ancien joueur, ancienne légende du club de l'écurie algéroise, rouge et noir bien entendu. Salutations, accolades, félicitations. Vraiment, c'est un jour festif que ce 5 juillet. Voilà, prise de photos et... Voilà, c'est le sport, c'est le foot. Le football, est, bien entendu, est là pour être fédérateur, est là pour... quel que soit le résultat de la rencontre, mais tout d'abord, on rend hommage au foot, on rend hommage à l'union et on rend hommage surtout à la beauté de ce sport qui est surtout aussi politique, on ne le dira jamais assez. Il faut rappeler qu'après la Première Guerre mondiale, le football a joué un rôle fédérateur dans le nationalisme algérien. À l'époque, il n'y avait pas d'hôtel. Et la création d'équipes de football un peu partout a fait qu'il y avait donc des championnats qui étaient organisés. Et les supporters, lorsqu'ils allaient vers une autre ville, étaient logés dans les familles. Donc, c'était la population s'arrangeait pour s'occuper d'eux, pour les inviter. Donc, et ces échanges-là ont été des échanges fructueux qui ont fait le lit du nationalisme algérien. Ça, il faut pas. Vous aviez parlé tout à l'heure du soft power. C'est ces aspects-là qui, en fait, n'ont pas attiré, si vous voulez, l'intérêt des historiens jusqu'à présent. Mais je pense que dans l'avenir, on va écrire sur. C'est des détails. C'est des petites graines qui finalement ont donné pas des arbres, mais des forêts, bien remplis et chargés d'espoir et surtout qui ont donné des générations et des générations de gens qui sont conscients et qui sont politiques avant l'heure. C'est ça qui est extraordinaire. Non, c'est assez impressionnant. On voit ça pendant la révolution algérienne face aux efforts de la soi-disant réforme qui étaient agressifs des part des Français. Ils avaient, et même avec les observateurs dans les archives du GPRA, on le voit. Les GPRA est intéressés par ce qui se passe. Ils n'ont pas trop peur. Ils n'ont pas trop peur en partie parce qu'ils identifient tout de suite quand même les efforts le plus avec la meilleure volonté et même des choses qui pourraient être efficaces se basent sur une pensée coloniale qui a jamais été capable de saisir le peuple algérien, qui reste par exemple sur des routes fabriquées par les coloniaux, alors que beaucoup d'Algériens passent par d'autres routes, qui a la bonne partie. Ça, c'est comme la Palestine jusqu'à 1996, on dit. Même en Cisjordanie, il y avait plein de gens qui n'avaient presque pas de contact avec l'occupant. Après 130 ans, 125, 27 ans d'occupation française, il y avait plein d'Algériens qui n'avaient presque pas de contact avec l'occupant. Et c'est pendant la Révolution, les bombardements, les regroupements des Français, les attaques, les violences incroyables qui étaient soi-disant en réponse aux petits actes, ont fait... On revient juste après. Voilà la remise de la coupe, Coupe d'Algérie au capitaine de l'équipe, l'ESMA Redouani, voilà, en compagnie du président Saïd Al-Liq. Félicitations à l'ESM Alger. Bravo. Et bien entendu, le CR Blues n'a pas démérité, vice-champion de la Coupe d'Algérie. Voilà, on ferme la parenthèse, retour sur le plateau pour continuer à parler de ce fameux 5 juillet, la fête de l'indépendance, et on le fait avec Adnan Azam. Adnan Azam, est-ce que vous êtes avec nous? Merci de votre patience. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? On a l'habitude dans le monde arabe de passer autant de temps pour les images comme ça. C'était important, il fallait marquer le coup, surtout que chez nous, le sport, la politique, la révolution, l'histoire forment un grand tout, donc il fallait qu'on en parle. Alors, Adnan Azam, première question, quelle leçon tirez-vous, vous le chercheur et l'historien syrien, de l'indépendance de l'Algérie? Le premier mot, bien entendu, c'est au peuple algérien, héroïque, que j'adresse mes félicitations. Moi, je ne veux pas vous raconter la révolution algérienne, comment je l'ai appris dans le livre, dans les films, tout ça. Je veux tout simplement leur raconter comment moi-même je l'ai vécu dans mon petit village Al-Douira, dans le sud de la Syrie. Comment on a fêté l'indépendance de l'Algérie avec nos grands frères, nos parents, parce que l'Algérie, elle était dans notre quotidien,
elle était dans notre âme, elle était vraiment dans nos vocabulaires. Et donc, je me rappelle, moi, j'avais 5 ans, c'était parmi mes premiers souvenirs dans ma vie. Puis après j'ai sillonné l'Algérie en 1984. De Marnia à Oran, à Tiaret, à Gigel, à Alger, à Xantina. Pendant 3 mois, j'avais l'honneur de rencontrer des gens qui ont déjà fait la guerre de l'Algérie. Et j'ai vu moi-même des livres qu'on enseignait à l'époque coloniale aux Algériens en disant vos ancêtres sont les Gaulois. J'ai tellement enregistré avec ma petite enregistreur à l'époque des centaines d'heures d'enregistrement avec des Algériens. Et si je résume tout ça, je le dis en 2 phrases qui font partie de l'hymne national algérien. Je m'excuse, je vais le dire en arabe. نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا لم يكن يصغي لنا لما نطقنا فاتخذنا رنة البارود وزنا وعزفنا رنة الرشاش لحنا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا. En effet, ça nous rappelle quelque chose. Oui. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les Algériens? Ils m'ont dit, nous sommes un peuple, nous sommes des soldats, nous étions se lever pour obtenir notre indépendance. Et puis quand ils ne nous ont pas entendus, on a pris la musique de canon, la musique de fusil pour leur faire entendre notre voix. Et on a juré au nom de tout ce qui est sacré dans notre existence, de dire « Vive l'Algérie libre ». Donc voilà, pendant 3 mois, c'était mon petit déjeuner, mon dîner avec le peuple algérien, de ouest à est. Donc c'était vraiment de témoignages vivants, que je n'ai pas, après tout ça, je n'ai pas besoin d'apprendre autre chose par le livre. Et bien entendu, cela aujourd'hui me fait penser exactement à ce qui se passe en Palestine. On va en parler, Anna Hadam. Je reviens vers vous rapidement. On va en parler, bien entendu, de la Palestine et de l'écho entre la révolution algérienne et ce qui se passe, le génocide à Gaza. Alors, c'est vrai que l'héritage algérien de l'indépendance, on va un peu parler du futur, cet héritage, on a l'impression qu'il est à protéger, il est à nourrir, et il est surtout à presque sanctuariser, puisqu'on a tendance à penser, surtout avec les événements actuels, Tadchepa en a parlé, notamment avec les montées de l'extrême droite en Europe, on a l'impression que cet héritage de l'indépendance de l'Algérie va être encore attaqué, professeur Khriati. C'est sûr. C'est pour ça qu'il est impératif aujourd'hui de l'institutionnaliser en quelque sorte. On voit par exemple, sous l'effet des nouveaux moyens de communication, notamment les réseaux sociaux, il y a en quelque sorte une perte de cet héritage-là, ou une incompréhension ou une marginalisation de cet héritage. Donc il faut absolument utiliser de nouvelles méthodes pour enseigner cet héritage et le faire et faire en sorte qu'il soit toujours présent dans notre comportement quotidien. Donc si vous voulez que les étrangers nous respectent pour cet héritage, il faut que nous-mêmes, nous soyons porteurs de cet héritage-là. Et aujourd'hui, c'est ce problème qui se pose. On voit que les jeunes sont surtout attirés par autre chose et qu'il y a un effritement, une certaine déliquescence. Un désintérêt absolument, de tout ce qui a fait cette glorieuse révolution de novembre 54. Moi, j'aimerais dire quelque chose dessus. Moi, j'ai pu, comme j'ai dit, travailler dans les archives du GPA, ici, à Berkane, aux archives nationales algériennes. Malheureusement, je suis un des très peu de chercheurs, étrangers ou algériens, qui ont accès à certaines archives. Et on peut comprendre, il y a plein de choses. Mais ce qui ça permet, c'est de donner d'autres histoires. L'histoire, par exemple, du GPA, qui est un seul élément de la grande lutte du peuple algérien pendant ce moment, c'est quand même plein de richesses, plein d'histoires qu'on n'a pas racontées. Donc, moi, je suis pour qu'on enseigne, et je peux vous jurer qu'aux États-Unis,
dans plein d'universités, et parmi d'autres populations aussi, ça intéresse les gens, c'est ce qui s'est passé à la victoire algérienne. Il y a d'autres histoires qu'un simple récit héroïque. L'héroïsme est le fondement de ce qui s'est passé. Il y avait des débats sur il y a plein d'autres discussions qui sont passées, plein d'acteurs qui sont marginalisés, plein de choses qui étaient réfléchies, des choix qui ont été faits. C'est pas simplement des choix du bon et du mauvais, c'est des choix multiples qui, comme toute histoire, avec accès aux richesses des archives, d'une documentation. Donc il y a une bonne partie que les Français ont volé. Il y a d'autres que les archivistes en Algérie, maintenant, par exemple, les archives nationales sont fortes en Algérie, bien dirigées. Il y a des archivistes incroyables, il y a des ressources qu'il faut commencer à parsemer, de discuter d'autres choses. Les historiens ne sont pas seuls, il y a les romanciers, il y a les réalisateurs, et je parle bien sûr d'autres, il y a d'autres disciplines, etc. Mais c'est une chose qu'on a avec le rencontre avec des sources qui viennent du moment, c'est qu'on peut commencer à dire en tant qu'historien, je parle que comme historien, d'analyser, de raconter des histoires qui parlent à aujourd'hui, qui rejoignent, qui n'ignorent jamais les grands récits, qui des fois vont mettre les petites touches ou cautionner, nuancer quelque chose, mais qui vont rajouter d'autres histoires, d'autres épisodes qui sont en lien direct avec ce qui se passe. Et je crois que ça, c'est une des façons de s'adresser aux jeunes, de s'adresser à ce qui existe actuellement. Alors, Todd Shepard, parlons un peu, avant la fin de l'émission, un peu du présent, on en a parlé, mais restons davantage sur le présent. Mal décolonisation, l'homme arabe et la France, de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne, c'est le titre d'un de vos ouvrages. Vous revenez tout au long de cet ouvrage sur l'obsession française, sur entre guillemets l'arabe. Les derniers événements entre les deux pays, à savoir la France et l'Algérie, vont conforter sans doute votre thèse. Tout à fait. On a dit des fois que la France a oublié, a effacé qu'il y avait un trauma sur la révolution algérienne après 62 jusqu'aux années 90. Et en fait, c'est ce qu'on voit quand on regarde les années 70, c'est à quel point cette fixation est présente, comment il y a des éléments qui nous surprennent. Par exemple, à l'extrême gauche, la nouvelle gauche de ce moment, une fixation sur l'homme algérien comme homme rebelle, comme le vrai révolutionnaire qui pourrait inspirer la révolution partout dans le monde, qui pourrait inspirer des changements en France. C'était un stéréotype. Bien évidemment, les Algériens ne sont pas supposés incarner un héroïsme à tout moment, mais c'était quelque chose qui nous paraissait bizarre. C'était une inspiration, pas seulement pour l'extrême gauche, mais par exemple pour le mouvement féministe, pour le mouvement de libération homosexuelle, pour des mouvements de libération de partout. Et c'est quelque chose, donc voilà, ça on a oublié cette histoire, ce qui reste, c'est l'autre côté, la fixation qui fomente et est explicitement théorisée à l'extrême droite, la nouvelle droite, qui après est disséminée dans une bonne partie des médias mainstream et des hommes politiques de tous bords, c'est-à-dire une fixation comme l'Algérien, comme envahisseur. Et tout ça, c'est cette idée d'envahisseur, de violent, de violeur, ces stéréotypes sont faits explicitement pour effacer la colonisation française, de prétendre que la vraie histoire, c'est l'invasion arabe de la France. Et ça, on voit une fois de plus cet effort qu'on voit de nos jours, c'est tellement frappant, de transformer celui qui était l'objet de l'oppression, celui qui est dominé, qui n'est pas jamais co-victime, l'Algérien, les Algériens n'étaient jamais co-victimes, mais c'est eux qui subissaient une puissance sans borne et force et qui ont résisté. On transforme cette histoire que les vraies victimes, ce sont les Français. Les vraies victimes, c'est ceux qui ont souffert. Les seules victimes de la guerre d'Algérie qui méritent d'être discutées, c'est ceux qui ont été tués par la FLN, par l'OAS, par l'armée française. Donc ça, c'est quelque chose qui est marquant. L'incapacité ou la volonté d'effacer l'histoire, l'importance de la colonisation de l'Algérie par la France, à la fois de ceux qui ont subi les Algériens et les influences des effets sur la France, est persistante, et les effets sont réels aussi. C'est pas simplement dans les têtes, c'est dans les institutions, c'est dans les façons d'agir. Et voilà, on voit un autre élément, c'est cette fixation française sur les Algériens, le rapport homme-femme, comme si la seule façon de faire, c'est le leur. La FLN avait compris ça, ils ont mis en cause ça, en disant c'est pas la normalité, c'est la colonisation. François Fanon avait aussi tracé le portrait clinique des victimes. C'est la projection un peu des aspects négatifs de soi sur les victimes.
pour justement inverser les rôles. Adel Hazam, l'historienne algérienne Malika Rahal, qu'on salue d'ailleurs si elle nous regarde, dit qu'en 1962, les Algériens ont le sentiment d'avoir échappé au fait de disparaître collectivement. Cela fait écho forcément à la situation actuelle à Gaza. On l'a dit durant cette émission qu'il y avait une résonance entre le combat palestinien et la résistance algérienne au colonialisme. Justement, quand vous m'avez confié la parole tout à l'heure, j'étais en train de parler de ça. Allez-y. Actuellement, je fais tous les jours de la comparaison. La France a utilisé le mensonge, la ruse, le manigance, la triche pour coloniser l'Algérie. Et puis, on ne parle pas souvent du début de la révolution algérienne, parce que ça commençait dès le premier jour. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que leurs ancêtres, ils ont commencé dès 1830 rebeller contre le colonialisme français. Et puis, vraiment, si je dis deux mots, comme je l'ai vécu moi-même et comme je l'ai entendu en Algérie, s'il n'y avait pas cette révolution algérienne, si l'Algérie n'a pas obtenu son indépendance, aujourd'hui, tous les continents africains seraient encore sous domination occidentale, français ou anglais. Donc, la révolution algérienne, c'est-à-dire, quelle que soit la parole, quel que soit le livre, quel que soit le film, on ne peut pas leur rendre autant d'hommages qu'ils méritent. Et en Palestine, aujourd'hui, ils font exactement la même chose. C'est de mensonges, c'est de triche, c'est une terre sans peuple, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Et moi, aujourd'hui, je m'adresse à mes frères palestiniens, je leur dis, écoutez, l'Algérie a obtenu son indépendance au bout de 130 ans de combat. Vous, qui a 70 ans de combat, donc c'est pas aujourd'hui que vous êtes en train de gagner, à l'instant où je suis en train de parler avec vous. Les combattants palestiniens, ils sont en train de gagner de triomphe sur l'armée israélienne après 24 mois presque de bombardement de 1000 tonnes de bombes sur leur tête. Et donc, ils sont en train de résister encore. Donc, la révolution algérienne a inspiré à mon grand-père, Sultan Atrache, de faire la révolution contre l'armée française en Syrie, a inspiré toute l'Afrique et en Égypte également pour obtenir leur indépendance. Et quand je dis ça, ce n'est pas une forme de boumade ou une forme Non, c'est la vérité, telle que je le vis tout à l'heure dans votre reportage sur l'arme nucléaire en Algérie. Moi, je vis avec mes propres yeux. Quand j'étais dans le sud de l'Algérie, j'ai vu des gens, ils sont déformés par l'effet de l'essai nucléaire en Algérie. Donc aujourd'hui, l'Algérie traverse des moments où il est exactement sous vraiment sous l'œil méchant du monde occidental. C'est pour ça qu'on utilise tous les moyens pour déstabiliser l'Algérie. On ne veut pas que l'Algérie continue à progresser. Dans un temps, on utilise des intellectuels, soi-disant, comme Sansal et compagnie, pour déstabiliser l'Algérie. Dans un temps, on essaye de dire que l'Algérie, aujourd'hui, commence à posséder de l'arme nucléaire. Donc, il faut absolument, plus que jamais, si l'Algérie va conserver son indépendance, son leadership de ce qu'on appelle tiers-monde, et qu'on n'est plus dans le tiers-monde, dans le nouveau monde aujourd'hui, il faut absolument la vigilance pour la révolution algérienne. Merci Adel Hazam, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste politique et auteur. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir été des nôtres, même si c'était court. Todd Shepard qui a également alimenté les débats, très vite j'espère, historien et chercheur aux États-Unis. Merci Todd d'avoir été des nôtres. Professeur Khiyati également, il a été avec nous, il a accepté gentiment notre invitation, chercheur, médecin et auteur. Grand merci de nous avoir accompagnés, je vous dis à bientôt. Merci chers téléspectateurs, vous aussi de nous avoir accompagnés et on se dit à bientôt.